Morning Business, Stéphane Soumier. Et autre vrai bon sujet de réflexion, Emmanuelle Barbara. Bonjour Emmanuelle Barbara, merci beaucoup de revenir nous voir. Avocate, Auguste Debouzy, spécialiste de l'ensemble de ces questions sociales dont on va reparler. La Cour de cassation se réunit pour la première fois sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Avant de rentrer dans le dur du sujet, j'entends beaucoup Emmanuelle et qu'il y a assez peu de chances que la Cour de cassation se prononce aujourd'hui. Elle va regarder... Ah non, aujourd'hui, non, aujourd'hui, ce sont les... On discute, on parle. Oui, la décision, si décision il y a, elle ne sera pas rendue aujourd'hui. Mais elle pourrait se déclarer incompétente parce qu'en fait, on lui demande une sorte de consultation sans que ce soit un dossier vraiment précis, c'est ça C'est la question de l'avis et de l'avis porté, donc l'opinion juridique de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, à raison de ce qu'on appelle l'inconventionnalité d'une disposition légale. Ouais. Et elle l'a d'abord admis en l'an 2000, puis elle a décidé en fait de ne pas rendre d'avis sur ces questions-là pour de nombreuses raisons techniques très intéressantes, mais il est intéressant de voir qu'elle pourrait étudier un changement de jurisprudence, comme on dit, et pourquoi pas rendre une décision et revenir sur sa jurisprudence à raison de la question de l'inconventionnalité réelle ou supposée. Parce qu'il y a une forme d'urgence. Parce qu'il y a une forme d'urgence. Oui, il y a une forme d'urgence. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans les tribunaux de prud'homme? Eh bien, c'est une forme de... Alors, non pas de lame de fond, mais en tout cas de questions persistantes, car depuis que ce barème est entré en vigueur. Dans le fond, et à juste titre, on ne peut pas en vouloir, c'est le débat judiciaire et sa vitalité qui est en cause. Eh bien, les parties, ou plutôt le salarié demandeur, a tendance à vouloir le remettre en cause pour des raisons justement d'inconventionnalité. Et c'est la raison pour laquelle ce débat finalement se déroule devant toutes les juridictions prud'homales de France et de Navarre. Et certaines d'entre elles, évidemment, décident de ne pas l'appliquer. Et vous me disiez, alors vous êtes avocat, Emmanuelle, évidemment, mais vous regardez les choses froidement parce que ce n'étaient pas vos clients. Vous me disiez sur les premiers dossiers que vous avez vus, à bon droit. Finalement, vous disiez, même vous qui, alors, et on en parlera, défendez vraiment l'ensemble de ces mesures pénicaux depuis le début, dites aux chefs d'entreprise de s'en saisir, d'aller les regarder, qu'il y a un vrai levier pour créer de l'emploi. Vous dites là, sur cette question de prud'homme, oui, moi-même, j'aurais eu un problème si j'avais dû juger. Les premières affaires qui ont écarté, dans lesquelles on a écarté le barème, il faut reconnaître qu'elles étaient singulièrement salées, si je puis dire. Alors, depuis, forcément, ça s'étend un peu pour des, j'allais dire, pour des cas de figure peut-être moins exemplaires, spectaculaires, caricaturaux. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Et donc c'est la raison pour laquelle il est temps de savoir dans le fond, avant que tout le monde ne tombe dans une forme d'impasse, de savoir si c'est à bon droit ou pas, dans le fond, que certains conseils de prud'homme s'en affranchissent. Mais pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, les deux ont dit... Alors, vous connaissez l'histoire, mais on le répète très rapidement, les juges mettent en avant l'impossibilité de ces barèmes au regard de traités internationaux que la France a signés. Le sujet, c'est de savoir si ce barème est conforme aux dispositions que la France a signées au titre de dispositions internationales. On a ce qu'on appelle la Convention de l'OIT ou la Charte sociale européenne, chacune ayant un article qui traite de la question de la réparation du licenciement. Alors, le Conseil constitutionnel, lui, a fait son office s'agissant du droit français, c'est-à-dire de l'étude de la compatibilité du barème Macron avec les principes d'ordre constitutionnel et à cet égard a dit que le barème Macron est conforme aux principes constitutionnels et par conséquent la loi est conforme à la Constitution. Donc ça c'est une chose, mais le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le rapport entretenu entre la loi et les conventions internationales. Cela relève de l'ordre administratif et judiciaire, c'est-à-dire du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Mais le Conseil d'État aussi, il a jugé légal l'ensemble de ce barème. Il l'a jugé en référé. Et c'est aussi un enjeu de se demander si dans le fond... Donc dans l'urgence, en référé, ça veut dire. Absolument. Mais j'allais dire c'est presque substantiel puisque c'est le caractère manifestement illicite qui aurait été relevé en matière de référé. Donc dès lors que le Conseil d'État a considéré qu'il est douteux que ces dispositions soient non conformes aux conventions internationales, les tenants de la défense du barème en tirent un argument assez fort. Mais
en tout état de cause, on attend la question, elle est quand même celle de la Cour de cassation, puisque les affaires prud'homales relèvent classiquement, n'est-ce pas, tout à fait, enfin par la loi, de la compétence de la Cour de cassation. Est-ce que l'enjeu, Emmanuelle Barbara, c'est-à-dire que le gouvernement dit c'est central pour lever la peur d'embaucher. Alors, comment est-ce que vous regardez ça ? En tout état de cause, si ce barème a été mis en place et il était appelé des vœux effectivement des entreprises d'une part et puis aussi plus généralement de la communauté internationale qui investit dans notre pays, de savoir à quoi s'attendre. C'est ça. Véritablement, le gouvernement a mis au centre de son intention la prévisibilité. La prévisibilité qui a été vue précisément par le Conseil constitutionnel comme un argument d'intérêt général suffisamment, j'allais dire, puissant pour que l'on puisse l'appliquer aux questions de la réparation du préjudice et d'y voir là une forme de dérogation ou en tout état de cause ce principe de réparation du préjudice enserré dans un barème ne violant pas, j'allais dire, les principes de droit constitutionnel. Donc c'est assez puissant dans notre représentation collective de savoir effectivement lorsque l'on embauche à quelle sauce l'on se trouvera. C'est ça, quels sont les risques d'avoir un état des risques à peu près établi, et notamment vous l'avez dit, à peu près. En tout état de cause, qui sauverait le barème Macron, je n'en sais rien. La virulence du débat est d'abord passionnante. Franchement, c'est vrai. Sujet... Ah oui, c'est passionnant. Si vous saviez mais alors, il faut rentrer d'intelligence autour de concepts, d'analyse. Enfin, pour qui aime le droit, c'est absolument passionnant. Simplement, dans ces questions évidemment singulièrement éruptives, elles sont aussi adossées à une conception un peu politique que l'on voit j'allais dire, de l'ordonnancement économique, si je puis dire. Donc c'est en cela que c'est doublement passionnant. Mais cette question de prévisibilité, etc., et ce qui sauverait le barème, comme je le disais, c'est que précisément le barème n'encapsule pas, et ça c'est très important, à l'aune, encore une fois, des conventions internationales, n'encapsule pas l'entière réparation du préjudice. Le droit français, même lui, et même malgré le barème, permet au juge d'effectuer son office en faisant le pas de côté, soit dans les affaires les plus graves. Mais c'est déjà le cas. Oui, justement. C'est ce qui permettrait de sauver le barème. Et puis même, de manière plus générale, le barème, en tant que tel, peut permettre aussi la réparation d'éventuels préjudices sur d'autres fondements, j'allais dire, à côté du licenciement lui-même. Donc l'ensemble de ces dispositions qui permettent de dire oui, il y a un barème, mais en même temps, il y a des moyens juridiques licites et applicables encore aujourd'hui pour sortir, le cas échéant, ou faire un pas de côté de ce barème qui sauvera peut-être ce barème. C'est ce qui se passe avec, juste pour terminer, on voit que les cas de harcèlement sont en train de se multiplier. Alors peut-être que c'est la parole qui se libère, attention, parce que corrélation, causalité, c'est toujours le problème en économie. Oui. Peut-être que c'est la parole qui se libère, peut-être aussi que, comme c'est le moyen de contourner le barème, de plus en plus de salariés l'utilisent. Oui, et c'est vrai qu'on l'observe, alors chacun à notre niveau. Moi je suis un praticien et donc je l'observe aussi un peu sur mon propre terrain, mais de manière plus générale, il a été déjà établi que, évidemment, dans la mesure où ce barème pourrait ne pas s'appliquer dans les hypothèses de nullité du licenciement, les arguments autour de l'éventuelle nullité du fait d'un harcèlement, d'une discrimination, on doit reconnaître qu'elle se propage et qu'elle se multiplie. Ça c'est vrai. Et sinon, j'allais dire, ces tentatives d'aller sur le terrain de la nullité du licenciement, on assiste aussi à une forme de recrudescence de réclamations sur d'autres points qui n'ont rien à voir avec nécessairement le licenciement, mais qui seraient liés à l'exécution du contrat, par exemple. Donc, encore une fois, en toute chose, et à notre époque c'est difficile d'être mesuré, mais on va le tenter. Il faut être mesuré, c'est-à-dire que le barème, c'est une clé, en tout cas probablement juridico-psychologique, si je puis dire. Ouais. Mais dans tout état de cause, on aime aussi à s'assurer de ce que lorsqu'on se sent enfermé dans une route, on essaye de prendre celle d'à côté. Des chemins de traverse. Je ne m'inquiète pas, nous aurons d'autres rebondissements. Emmanuelle Barbara avec nous ce matin sur BFM Business. La tech tout de suite.